Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce lundi, les impactés du bassin Concouré étaient au CNT. Ils ont fait parvenir aux conseillers nationaux quelques propositions permettant de faire face aux problèmes des victimes de la localité. Vers la digitalisation des titres fonciers dans les régions de Mamou et Labé, les cadres apprennent les techniques d'utilisation de la nouvelle plateforme pour éviter toute falsification des documents. À suivre dans ce journal. Protection du patrimoine forestier guinéen, la problématique interpelle les cadres du programme sur l'homme et la biosphère. Des dispositions sont prises pour mettre fin à la coupe abusive du bois et au feu de brousse. C'est au premier sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais dans les titres. Les impactés du bassin Concouré étaient dans la matinée de ce lundi au Conseil national de la transition. Il était question de faire parvenir aux conseillers nationaux leurs propositions en lien avec la résolution des problèmes auxquels sont confrontées les populations riveraines. Autre précision dans ce reportage de Abdoulaye Diallo. À l'organe législatif de la transition, ces membres des impactés du bassin Concouré viennent rencontrer les conseillers nationaux. Dans leur agenda, plusieurs propositions concrètes sont inscrites pour une sortie de crise. Il s'agit pour ces impactés de présenter au Conseil national de la transition leurs préoccupations afin de trouver ensemble une issue favorable. On a fondamentalement proposé la création d'un fonds de développement de la communauté du bassin et comment le fonds doit être géré et quelle va être la destination des ressources du fonds. Et on sait aussi que le CNT est en train de travailler sur la nouvelle constitution. Nous pensons qu'il est nécessaire que le CNT écrive en bonne place le devoir que les différents projets auront à l'égard des populations impactées. Mais nous tendons notre main aussi vers le gouvernement, le CNT, de regarder très bien parce qu'on est très touché pour l'intérêt national. Alors je demande au gouvernement de veiller sur nous. Les conseillers nationaux apprécient cette démarche des membres des impactés du bassin Concouré. Ils promettent de s'impliquer activement pour examiner les propositions formulées avant d'entamer les démarches parlementaires auprès de l'exécutif. La démarche assez intéressante de nous faire des propositions concrètes que nous allons examiner avec tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur-là pour qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème d'impact des populations. Et que peut-être la solution que nous allons trouver ici puisse servir pour d'autres actions de développement que nous allons entreprendre ailleurs. Concouré est l'un des fleuves les plus importants de la Guinée. À ce jour, il abrite plusieurs barrages hydroélectriques du pays, tels que Garafiri, Kaleta et Soapiti, sans compter d'autres projets en phase d'exécution. Un mot de justice dans cette édition. Dans une déclaration, le ministre d'État garde des Sceaux a instruit au procureur près la Cour d'appel et de la CRIEF d'engager des enquêtes pour faux en écriture publique. Il s'agira pour les suspects de justifier les dépenses effectuées au sein de leur département ou établissement respectif. Alphonse Charles Wright est au micro de Kerno Younoussaba. À la suite des injonctions numéro 45-46 en date du 29 janvier 2024 relatives respectivement à l'ouverture d'enquêtes sur l'utilisation des fonds alloués aux établissements publics à caractère administratif EPA de tous les départements ministériels et aux faits présumés de détournement de deniers publics contre les 34 chefs de division des affaires financières exerçant dans les différents départements ministériels, il a été porté à la connaissance du ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, que certains fonctionnaires se sont lancés le processus de fabrication des pièces comptables arguées de faux pour tenter de justifier les dépenses liées à l'exécution des budgets alloués dont ils ont la charge de gérer. Il y a lieu de rappeler
au regard de l'article 585 du Code pénal que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice est accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Plus loin, l'article 586 du Code pénal punit tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, omet ou tente de commettre un faux par l'un des moyens énumérés à l'article précédent, raisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. De surcroît, le faux commis par toute autre personne en écriture publique authentique à l'aide des moyens spécifiés à l'article 585 est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Sous réserve du respect de la présomption d'innocence, il vous est enjoint d'ouvrir sans délai des enquêtes judiciaires sur ces nouvelles dénonciations à l'effet de situer la responsabilité pénale de toute personne susceptible d'être auteur, co-auteur ou complice. La deuxième chose, c'est par rapport aux différents marchés passés par l'État. Quand je dis passer par l'État, je veux parler des départements ministériels. Il est important aujourd'hui à ce niveau que la lumière soit faite par rapport à l'octroi des différents marchés. Et nous avons enjoint au procureur également d'ouvrir une enquête judiciaire par rapport à l'octroi et à l'attribution de tous les marchés de l'État, sur toute l'étendue du territoire, tous les marchés qui se sont passés depuis le 5 septembre jusqu'à date. Nous voulons avoir la lumière claire là-dessus pour que les responsabilités également soient situées. Il est important de rappeler au peuple de Guinée et à l'opinion nationale et internationale que l'engagement de M. le Président de la République a toujours été la lutte contre l'impunité. À présent, cette décision de la Haute Autorité de la Communication, décision portant mise en demeure de la télévision Espace TV et du distributeur Canal+ Guinée. Vu la charte de la transition, notamment en son article 80, vu les courriers du 6 et 9 décembre 2023 adressés au directeur général de Canal+ Guinée concernant le retrait des chaînes sur le bouquet Canal+ pour des impératifs de sécurité nationale à titre conservatoire, constatant qu'à la date du lundi 5 février 2024, l'émission Les Grandes Gueules de la télévision Espace TV concernée par cette décision a été diffusée par la télévision Télé-Sud, Canal 45, sur le bouquet Canal+. Considérant que la diffusion de cette émission sur le bouquet Canal+ est de nature à contourner et à violer la décision de la Haute Autorité de la Communication, seule instance de régulation des contenus de médias en République de Guinée. La Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du lundi 5 février 2024, décide. La direction générale de la chaîne Espace TV est mise en demeure de cesser la diffusion de ses programmes sur la télévision Télé-Sud sur le bouquet Canal+. La direction générale de Canal+ Guinée de ne permettre à aucune chaîne radio ou télévision concernée par la décision de retrait de transférer ses programmes sur son bouquet, ce conformément aux dispositions des articles 39-40 de la loi organique L2010-2 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée, ainsi que celle de l'article 52 sur la loi organique L2020-10 AN du 3 juillet 2020, portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication HAC. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au journal officiel de la République. Conakry le 5 février 2024, la Haute Autorité de la Communication. À marge de la cérémonie officielle de présentation de ces lettres d'accréditation au président de l'Islande, son Excellence M. Ali Diallo, ambassadeur de Guinée au Royaume-Uni, a eu des échanges avec plusieurs cadres du ministère islandais des Affaires étrangères. L'éducation et la pêche ont largement été évoqués dans les axes de coopération. Makeme Donzo.
La directrice générale des affaires internationales et politiques est la première à recevoir l'ambassadeur et ses cadres. Avec elle, les échanges sont axés sur la transition, la nouvelle constitution, les potentialités du pays, les avancées et les défis de la Guinée en termes de développement. Les questions de droits de l'homme ont été abordées et la candidature de l'Islande pour le poste de la présidence du Conseil des droits de l'homme aussi. Ensuite, l'ambassadeur Ali Diallo est reçu par le directeur général adjoint pour la coopération internationale et le développement et la directrice générale du Centre pour le développement des capacités, la durabilité et le changement sociétal. Avec eux, il a surtout été question des différentes opportunités pour la Guinée, à l'image d'autres pays africains, dans le cadre de la formation professionnelle. Nous avons parlé des aspects politiques, des aspects économiques, et surtout le renforcement des relations de coopération avec l'Islande, notamment dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la formation professionnelle, surtout que la formation professionnelle est au centre des préoccupations des autorités guinéennes. La chef du protocole des affaires étrangères islandaise et le secrétaire permanent d'État ont aussi eu de fructueux échanges avec l'ambassadeur Ali Diallo. Il a désormais toutes les informations nécessaires pour l'exploration de nouvelles voies de coopération avec l'Islande. Pendant ce temps, les cadres et agents du ministère de l'Habitat des régions de Labé et Mamou se retrouvent. Ils apprennent l'usage de la nouvelle plateforme de digitalisation des titres fonciers en Guinée. La maîtrise de cet outil permettra de sécuriser ces documents, aussi contribuera à réduire considérablement les conflits liés au foncier. Falilou Diallo. Le concept est nouveau. Il découle des réformes engagées par le CNRD dans la gestion du foncier. Ainsi, une nouvelle plateforme est mise en place pour sécuriser les différents titres fonciers en Guinée. Après cette séance de formation, nous allons avoir des éléments bien outillés pour pouvoir gérer le foncier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant même que cette digitalisation ne commence, nous, à l'AB, on avait déjà pris le devant. On avait cherché à matérialiser un peu la gestion du foncier par la numérisation de tout ce qui est plan d'aménagement. Au niveau de nos différentes directions préfectorales, nous avons même cherché à avoir un plan numérique de la commune urbaine de l'Abbé et de quelques communes rurales, des plans numérisés et géoréférencés. Cette rencontre de digitalisation va nous permettre d'obtenir des documents sécurisés pour éviter les conflits sur le terrain. Que ce soit à Conakry, que ce soit à Labé, que ce soit à Mamou, les problèmes sont les mêmes. Il s'agit désormais d'implémenter cette application aux différents agents du foncier et de l'habitat de la Moyenne-Guinée. Déjà, plus de 3000 dossiers sont inscrits dans ce document sécurisé et opérationnel issu des procédures qui respectent les normes et principes en la matière. Aujourd'hui, je peux, à travers un numéro ou à travers un nom, savoir la position d'un dossier dans le traitement des titres fonciers, que ce soit à Kindia ou à Conakry ou à Kankan. Voilà, c'est énorme. Aujourd'hui, avec cette application, nous pouvons dire que nous gagnons 2 à 3 mois dans le traitement des dossiers concernant les titres fonciers. Cette opération de digitalisation se veut une solution aux récurrents conflits liés aux baux et autres documents du foncier en Moyenne-Guinée. Dans les jours à venir, des opérations liées à la digitalisation des lotissements seront également lancées. Et disons qu'après la réalisation de nouvelles infrastructures universitaires, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, renforce les acquis du campus universitaire de l'Abbé à travers un don composé d'engins roulants et d'outils informatiques. Cette dotation permettra de faciliter les conditions de travail des enseignants. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. Plusieurs infrastructures ont été réalisées à l'université de l'Abbé pour permettre un bon environnement de travail. En plus, le ministère a doté le personnel de l'institution d'équipements de qualité pour améliorer l'apprentissage. Depuis 2 ans où ça s'est accéléré, ce processus-là, de repositionner notre système d'enseignement supérieur et de lui donner ses lettres de noblesse en reconnaissant que c'est le secteur qui doit porter le développement du pays. Et pour cela, il faut encourager, motiver les travailleurs qui sont à pied d'œuvre
pour que les résultats-là puissent être obtenus. Dotation composée de 4 véhicules, dont un bus et des motos pour faciliter la mobilité des étudiants et encadreurs. Des outils informatiques avec les accessoires et autres matériels numériques ont été fournis pour de meilleures conditions de travail et d'études. Pour pouvoir être efficace au travail, on a besoin de ça. Donc c'est des outils de travail. Nous, on est à l'intérieur du pays. On a souvent des missions sur Conakry. Donc si vous n'avez pas un véhicule qui peut résister à la route, c'est compliqué de faire fonctionner le service et d'assumer pleinement les rôles qui nous sont assignés. C'est une joie pour moi de bénéficier ce matin de effectivement d'améliorer la qualité de nos services, mais surtout aussi de rendre encore plus visible l'université à travers donc le service communication. Une initiative rendue possible grâce au soutien du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous l'impulsion du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Parlons à présent de labellisation, un dispositif permettant de qualifier davantage les petites et moyennes entreprises. Le programme est lancé par la Bourse de sous-traitance et du partenariat. C'est un appui de la Banque mondiale à travers le programme de renforcement de la compétitivité des PME. Autre précision avec Abdelkarim Kamara. Un besoin de rassurance se fait encore sentir dans la qualification des entreprises locales. La promotion du contenu local vient d'amorcer un nouvel élan. Il s'agit de la mise en place du dispositif de labellisation des micro, petites et moyennes entreprises dénommé Qualif PME. Le travail est mâché par la Bourse de sous-traitance et de partenariat pour permettre aux PME d'avoir à plus de marchés et d'opportunités. C'est un programme qui nous a permis vraiment d'avoir 83 critères de labellisation. Avoir ce label-là permet aux entreprises vraiment de se dire oui, nous sommes prêts à avoir accès au financement, prêts à avoir accès au marché. Les compagnies qui ne seront pas labellisées ou labellisables, on va leur faire mettre en place un plan de communication pour pouvoir être labellisées dans le futur. Par une démarche inclusive, ce dispositif de labellisation élaboré par le cabinet Fiduxis se veut un excellent outil de qualification et de mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises. Pendant sa phase test, 100 entreprises y ont participé et 7 ont été labellisées. Il y a beaucoup d'entreprises, mais la structuration manque. Ça ouvre des portes parce qu'il y a déjà cette liste de labellisation qui nous offre toutes les opportunités pour pouvoir évoluer pleinement dans notre secteur. Le comité de labellisation va s'assurer, en labellisant ces MPME, qu'il a vérifié que ces MPME respectent cela. Et puis ensuite, il y a le volet qui est lié au financement. Le programme Qualif PME arrive à un moment où la loi portant contenu local est en cours de vulgarisation par le ministère du Commerce à travers la Direction nationale des PME et du contenu local. Ce programme de labellisation tombe à pic parce que aujourd'hui ça vient en appui aux efforts inlassables du gouvernement de répondre aux attentes des donneurs d'ordre également. À partir de ce lancement, le comité de pilotage du programme Qualif PME invite toutes les entreprises du pays à candidater. La mise en place du dispositif est un appui de la Banque mondiale à travers le programme de renforcement de la compétitivité des PME Précop. Comment sauver le patrimoine forestier guinéen? La question est au cœur des échanges en cette saison sèche où les principales forêts du pays sont agressées par les feux de brousse et la coupe abusive du bois. La sonnette d'alarme est tirée par les autorités de tutelle. On fait le point avec Mamadou Saléouba. Dotée d'un riche patrimoine forestier, la Guinée perd progressivement son couvert végétal. Sur ces images, le mont Nimba, dans la réserve de biosphère du même nom, ravagé par un feu de brousse d'origine inconnue. Sur place, la presse n'est pas la bienvenue et ce cadre du département de l'environnement, venu s'enquérir de la réalité, tente de minimiser les dégâts. La prochaine fois qu'il y aura un feu, d'abord comment on peut faire à ceux qui ont moins de feu? Parce que ce n'est pas une fatalité le feu. C'est parti de quelque part. À l'image de Mont Nimba, les réserves de biosphère du Badiar à Koundara et du Haut-Niger à Farana sont agressées par des activités humaines comme le feu de brousse, la chasse ou encore la coupe du bois. Des actions
destructrices de l'environnement qui échappent au contrôle des conservateurs de la nature. Ce qui est plus marrant d'abord dans cette affaire, c'est que le concept de réserve de biosphère reste encore méconnu du grand public et surtout les équipes de gestion à la base. Et quand vous prenez par exemple la réserve de biosphère du Badja, nous avons rencontré des récolteurs de vin en pleine brousse. Ils se sont campés dans l'aire centrale, voilà, qui ne donne pas une belle image à la réserve de biosphère. Parce que l'extraction du vin du rognier, c'est une espèce d'air pour laquelle le parc a été érigé en réserve de biosphère. À Macenta, la forêt Giama, en dépit de la pression humaine, présente l'image d'une réserve de biosphère sous surveillance. Grâce aux conservateurs de la nature, appuyés par les partenaires, cet écosystème est considéré comme le refuge des éléphants de l'Afrique de l'Ouest. Le peu d'accompagnement que nos partenaires ont commencé à faire pour la population riveraine, ça commence à les sensibiliser et à les montrer un peu l'importance de la forêt. Et avant, les cueillettes et autres là n'étaient pas réellement réglementées. Mais maintenant, là, notre présence parmi eux avec la sensibilisation et leur implication dans la gestion de la forêt, ils commencent à comprendre un peu les importances. C'est ce qui fait que... La conservation, là, d'abord, elle se fait pour la population riveraine qui sont à côté, qui vivent dans la forêt et qui sont riverains de cette forêt. La conservation, c'est pour eux d'abord. Parce que nous tuons tout dans la forêt. Aujourd'hui, franchement, nous sommes fiers de cette forêt de Ziama où la population déjà a commencé à bénéficier du fruit de l'engagement des gestionnaires dans le cadre de la promotion du développement durable. Face à la forte pression humaine sur l'environnement, les techniciens du programme sur l'homme et la biosphère Mabguinée ont invité les conservateurs de la nature à renforcer la vigilance pour mieux protéger l'environnement. À présent, ce tout nouveau projet environnemental à travers le pays, son nom est Natura Guinée. Il permettra de soutenir l'ensemble des activités liées à la conservation des écosystèmes, notamment les aires protégées. Le projet sera exécuté par le ministère de l'Environnement et la WCF. Mamadou Alpha Baldé. Durant les 4 prochaines années, il rythmera le paysage écosystémique guinéen. Le projet de préservation des espaces et espèces phares de la Guinée, dit Natura Guinée, est lancé en présence de différents acteurs étatiques, de la société civile et autres partenaires autour du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que la WCF, l'ONG chargée de l'exécution du projet à travers le pays. De nombreuses activités en soutien aux parcs et réserves et des ressources renouvelables en général seront réalisées au bénéfice de la biodiversité. Le projet il est en réalité sur tous les territoires nationaux avec des points d'ancrage au niveau du futur parc national de Penseli-Soya et la zone des Badiar. Il y aura 5 composantes. Donc, nous avons une composante pour la conservation et la gestion des aires protégées. Nous avons une composante qui va travailler sur les trafics et la lutte contre la criminalité faunique. Nous avons une composante d'aménagement du jardin botanique. Nous avons une composante de la construction de sanctuaires et une autre composante sur la rénovation du centre pour les chimpanzés sauvages des Farana. Financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, ce projet permettra à la Guinée de consolider ses efforts pour la protection de sa richesse faunique et floristique exceptionnelle dans la sous-région. Il est prévu un renforcement des capacités opérationnelles de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, la rénovation du jardin botanique de Kamayel, l'amélioration des capacités de centres de conservation pour les chimpanzés et la création d'un sanctuaire pour les animaux saisis dans les missions de lutte contre la criminalité faunique. Le projet Natura Guinée va apporter un support supplémentaire aux efforts du gouvernement guinéen dans la conservation et la gestion durable des parcs nationaux, du jardin botanique, des sanctuaires d'animaux saisis et dans la lutte contre le trafic des ressources sauvages protégées
et pas de disparition dans la mesure où le projet est structuré autour des axes comme l'économie verte, la gouvernance territoriale et la conservation de la biodiversité. Après cette phase de lancement officiel, les activités vont démarrer sur le terrain. Du parc national du Badiar jusqu'au sud du pays, les acquis du projet permettront à la Guinée de concrétiser la vision du réseau interconnecté de 17 aires protégées en gestation. Nous ne changeons pas de sujet. Pour faciliter la collecte et la gestion des déchets solides, un centre de regroupement et de valorisation des ordures est mis à la disposition des populations de Kaloum. C'est une action de Sanita Ville Propre financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Agence belge de développement Enabel. Marwan Kamara, compte rendu. Cette infrastructure servira de point de collecte et de gestion des déchets solides. Implantée ici au quartier Tombo, l'infrastructure est officiellement mise à la disposition de la population de Kaloum. Le programme est porté par Sanita Ville Propre, financé par l'Union européenne à travers le 11e Fonds européen de développement et mis en œuvre par l'Agence belge de développement Enabel. Nous les remercions infiniment. Nous remercions aussi l'État à travers l'ANASP par rapport à la diligence de la facilité qu'ils ont donné à cette institution Enabel de pouvoir réaliser ces arts d'infrastructure en République de Guinée. Nous, PME, nous avions des difficultés de jeter les déchets. La population ne doit plus jeter les anciens bidons, elle ne doit plus jeter les anciennes chaises, elles doivent être envoyées au niveau de ces centres. On va les racheter à un prix conventionnel et qui va nous permettre vraiment de valoriser ces déchets. Donc ça va réduire vraiment les déchets au niveau de la ville. Ces outils viennent accompagner la politique du gouvernement dans la professionnalisation de la gestion des déchets. Ils vont permettre de faciliter le recyclage des déchets et contribuer à la création d'un cadre de vie sain et durable en Guinée. C'est justement appuyer le gouvernement, mais aussi les communes, l'ANASP, dans toute la transition, on va dire, de la gestion des déchets, qui doit devenir parfaite et dans l'organisation de la gestion des déchets. Parce qu'elles permettent justement de faciliter le travail dans un domaine, l'assainissement, qui est un domaine assez compliqué, assez dur et assez peu reluisant. Dans cette manière, en se basant sur la collecte auprès de chaque maison, de chaque foyer, on arrive à créer de l'emploi. Et ces services n'ont pas besoin d'être subventionnés par l'État, car c'est payé par soi-même. Et la ville ne doit pas voir une nouvelle invasion par les déchets. Le programme s'appuie sur une approche territoriale intégrée et vise à promouvoir des politiques urbaines et territoriales inclusives. Il permet ainsi une gestion pérenne des déchets. Dans un autre registre à Kindia, le gouverneur de région vient de boucler sa tournée dans les sous-préfectures frontalières à la Sierra Leone. Cette tournée lui a permis d'être en contact direct avec les populations riveraines. Il a par la suite visité l'ensemble des postes avancés des frontières. On en sait davantage avec Yaya Silla. La sous-préfecture de Madinaoula est une des localités frontalières avec la Sierra Leone. Elle relève de la préfecture de Kindia, une localité très peuplée par les paysans agriculteurs et éleveurs. Le gouverneur de la région administrative de Kindia a un contact direct avec ces populations pour échanger sur leur vie quotidienne. Le gouverneur Aboubacar Sidiki Diakité procède à l'inauguration d'un des 3 forages améliorés offerts par la société CRBC, une entreprise qui construit la route Kindia-Mamon-Dabola. Nous venons de procéder avec monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia à la remise de ce premier forage. C'est un plus encore pour la préfecture de Kindia. La tournée du gouverneur de Kindia dans les localités frontalières vient de mettre fin à une longue période d'absence des autorités de haut niveau dans ces localités. Partout à Madinaoula et à Sugueta, le gouverneur de Kindia a prodigué des conseils de la paix et de la quiétude sociale dans ces localités. La demande de la région et surtout éviter
la surprise. L'ennemi numéro 1 du militaire, c'est la surprise. Donc, si tu es vigilant, tu ne seras pas surpris. Et ceux qui sont de l'honnêteté, ils sont les yeux et les oreilles du commandement. Donc, nous sollicitons vraiment le commandant de la compagnie de Marina Oula pour avoir organisé tout ça là, le long des pays. Et les pierres sont propres. Ça m'inquiétait vraiment émerveillé. Le gouverneur de Kindia boucle ainsi son premier tour dans les 5 préfectures de la région que compte la région administrative de Kindia, à savoir Dubreka, Koya, Forekaria, Kindia et Télémélé. Nous poursuivons cette édition. La Guinée célébrera ce 6 février la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette année, le thème retenu par la communauté internationale est savoir son avenir, investir dans les mouvements dirigés par les survivantes pour mettre fin au MGF. Pour l'occasion, je vous invite à suivre la déclaration de la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Elle est au micro de Mohamed de Camara. Depuis 2012, les Nations Unies, sous l'initiative du Comité interafricain, célèbrent cette journée du 6 février. La célébration de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est saisie comme une opportunité par les États et leurs partenaires d'examiner les efforts consentis et de prendre des engagements forts visant à éradiquer le phénomène des mutilations génitales. La pratique constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des femmes et filles, violant ainsi leurs droits fondamentaux. Les mutilations génitales féminines touchent environ 200 millions d'entre elles dans le monde et on estime chaque année qu'environ 3 millions de filles de plus courent le risque de subir cette pratique à l'échelle planétaire. Les données statistiques fournies par l'enquête démographique et de santé de 2018 rapportent une prévalence de 94,5% chez les filles et femmes de 15 à 39 ans et de 39% chez les filles de 0 à 14 ans. Comparativement à l'enquête de 2012, l'on note une baisse de la prévalence de 2,5% pour la première tranche et de 6,5% pour la seconde. Pour la session 2024, une série d'activités sont prévues durant 15 jours. Elle offrira l'opportunité au département et à ses partenaires de réaliser sur toute l'étendue du territoire national des plaidoyers communautaires, des activités de mobilisation sociale et autres. Cette année, le lancement de la quinzaine aura lieu en différé, le vendredi 9 février 2024, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, autour d'un panel de haut niveau sur les survivantes des mutilations génitales féminines. Il reste entendu que l'un des défis majeurs de cette année est d'avoir des vacances scolaires sans excision. Je m'y engage personnellement. Chaque année, les autorités guinéennes mettent la journée à profit pour intensifier la lutte, puis de mettre fin aux violences basées sur le genre et au MGF en Guinée. À présent, ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale a communiqué. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, porte à la connaissance des pensionnés que le versement des pensions de retraite de l'échéance de février 2024 débutera le mardi 6 février 2024 à 8 heures sur toute l'étendue du territoire national. Les paiements se dérouleront selon le calendrier ci-après. Au siège de la Direction générale à Kouléoun Kaloum, journée du mardi 6 février 2024, paiement des retraités des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières, ACG Conakry et CBG Conakry. Journée du mercredi 7 février 2024, lot 1 à lot 100, lot des invalidités et pensionnés de la CBK Conakry.
Journée du jeudi 8 février 2024, lot 101 à lot 193. Journée du vendredi 9 février 2024, paiement des pensions de réversion, veufs et veuves. Journée du lundi 12 février 2024, paiement des procurations et des retardataires. Journée du mardi 13 février 2024, paiement des procurations et des retardataires. Journée du mercredi 14 février 2024, paiement des nouvelles concessions et fin de programme à Kaloum. Dans les agences et antennes préfectorales du mardi 6 février au 13 février 2024, en ce qui concerne l'agence de Matoto. Journée du mardi 6 février 2024, le 1, journée du mercredi 7 au jeudi 8 février 2024, le 2, journée du vendredi 9 février 2024, le 3, journée du samedi 10 février 2024, le 4, journée du lundi 12 au mardi 13 février 2024, paiement des procurations, des retardataires et fin de programme à Matoto. Les pensionnés payés par virement bancaire, téléphonie mobile et cash minutes sont invités à se rendre dans leurs établissements bancaires ou à consulter leur consulte téléphonique mobile dès le mardi 6 février 2024 pour percevoir le montant de leur pension. Les bénéficiaires sont priés de se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité d'un bulletin de pension ou encore de la carte de pensionné pour les paiements au billettage. Les procurations délivrées sont limitées à 2 pensionnés par personne. La Caisse nationale de sécurité sociale invite les bénéficiaires à davantage privilégier le mode de perception de la pension par virement bancaire ou par téléphonie mobile. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est comptée sur la bonne compréhension de l'honte des pensionnés, signé le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Bakary Silla. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTG. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir.